Aujourd'hui, il fait froid, je suis entre deux rushs, deux copies, bientôt les conseils de classe. On va parler d'un roman court. Et je sais pas dire si c'est un roman de colère. Alors je l'ai lu assez vite et je l'ai bien aimé. Mais pas seulement bien aimé, mais on va essayer de dire pas mal de choses dessus. Je voudrais parler des Orageuses de Marcia Burnier. C'est apparemment son premier roman. Alors là, j'ai checké très très vite Google. Bon, c'est un livre dont on a pas mal parlé. Alors, Cambourakis, collection sorcière, donc la très fameuse, très célèbre collection sorcière de Cambourakis, de Caliban et la sorcière de Federici notamment. J'en ai pas mal des sorcières. Je les achète moins ces derniers temps. Mais bon, ben voilà, enfin celui-là, il fait partie du book haul de la dernière sortie Violet & Co. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une sortie édition des femmes. Ils sont juste là. Oh non, mais ma chaise, elle va grincer. Je vous rappelle que Violet & Co cherche repreneuse avant mars. Donc, aux bonnes âmes. Alors, Marcia Burnier, donc je la connais pas, apparemment. Je sais plus quel âge elle a. Mais à peu près mon âge. Et maintenant, il est sorti en poche. Donc, ça, c'est l'édition poche à 10 euros. Il est joli, hein. Il est joli. Mais alors là, on est vraiment dans une esthétique féministe actuelle. Je regarde. Il y a des choses qui viennent du punk, il y a des choses qui viennent du do-it-yourself, des fanzines, des choses comme ça, mais on n'est pas seulement là-dedans. Beaucoup de pastels, je trouve, ces temps-ci. Enfin, il y a des types de dessins que je vois apparaître un peu partout. Alors, qui souvent, je rapproche, ont quelque chose là, ça donne l'impression que ça a été fait au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Mais enfin, lui est assez travaillé. Quand on voit là le motif de la femme poisson, des choses comme ça. Il n'y a pas tellement de magie ou de choses comme ça dans ce livre. C'est un peu à voir autrement. Je sais pas dans quelle mesure d'ailleurs cette illustration, je sais pas de qui elle est. Elle a été faite pour ce bouquin. Voilà, 2020, ben, je le vois pas. Ainsi sera notre tempête, ainsi sera notre revanche. Je vais en parler, évidemment, je vais divulgacher, je vais spoiler. La fin, comme toujours, parce que je vois pas comment on peut parler sérieusement d'un livre en gardant la fin, mais comme toujours, j'essaie de ne pas... donc, premier roman de la collection sorcière. Intéressant. Format super pratique, je l'ai lu dans le métro parce que bah, j'allais à l'exposition Viviane Mayer, donc vu les trajets et tout. Alors, je l'avais commencé avant, mais super pratique pour les transports. Alors moi, quand je dis ça, c'est parce que j'ai du mal à lire autre chose que Twitter mais parce que je me fais des déplacements là où je fais des sauts de puce, où je reste 4 stations, 2 stations, 3 stations. Donc ça me prend 1 heure, mais je saute partout, j'attends dans le froid et tout. Donc c'est pas facile quoi, comme condition. Quand on a 1 heure d'affilée, on peut commencer à s'installer. On finit par avoir forcément une place assise. Et on peut même bosser. Bon, quand on reste 15 minutes maxi, c'est plus dur de s'installer pour lire. Lui, dans les transports, je viens de le finir juste là pour faire cette vidéo. Donc j'ai bien aimé. Qu'est-ce que ça raconte? Ça va raconter en gros des nanas qui commencent à... ben ça c'est un peu une question qui est posée. Soit se faire justice elles-mêmes, soit à se venger. Évidemment que la question n'est pas complètement tranchée. C'est-à-dire très concrètement que ce qu'elles font, c'est qu'elles arrivent en bande chez le type qui aura violé l'une d'entre elles. C'est un livre sur le viol. Je vais mettre un TV. Et elles ne l'attaquent pas physiquement, mais elles vont saccager l'appart, en gros. Et dans 1 ou 2 cas, aller un peu au-delà niveau réputation, mais pas sur les réseaux sociaux. Alors, Dirty Weekend est cité à un moment, et ça, je pense que c'est la vidéo que je vais mettre en suggestion. Dirty Weekend m'a beaucoup plus plu. Alors, je sais pas dire si c'est un roman de colère, parce que c'est aussi un roman qui va vers l'apaisement de la colère et qui passe par ça. C'est pas très long, hein, ouais, 140 pages, quoi. 140 pages comme ça, ouais, 142.
ça fait pas un gros dossier Word, hein. Enfin, je dis ça en ayant une thèse derrière moi, enfin en ayant l'habitude vraiment de me farcir des pavés. Je sais pas forcément que c'est mieux, hein, les pavés, hein, mais pour moi, c'est vraiment le défaut principal du bouquin, c'est qu'il manquait finalement d'épaisseur et de contemporanéité. C'est-à-dire que le sujet est très contemporain. Je ne veux pas dire que le viol n'est qu'une affaire contemporaine, mais c'est une affaire dont on parle particulièrement depuis quelques années, notamment depuis MeToo et Balance ton porc, et qui finalement, en fait, c'est l'exact inverse de Balance ton porc. Balance ton porc, donc j'allais dire qui a été lancé par Sandra Logier, mais c'est par Sandra Muller, c'est pas du tout la même cam, était un appel à dénoncer en mettant le nom d'un homme. Elle a été peu suivie, Sandra Muller, et juridiquement, bah, elle a été condamnée finalement. Alors c'était un truc un peu compliqué de la part d'Éric Brion, mais c'était en gros sur les dégâts sur sa vie privée et professionnelle qu'il y avait attaque. C'était pas exactement la diffamation, je crois pas. Voilà, bon, voilà ça. Et ça, en fait, c'est l'inverse de Balance ton porc. Parce que Sandra Muller, il y avait zéro contact. Et elle appelait à un mouvement quand même très collectif. Là, on est dans ce combat. On appelle une bande de filles de cette nana. 7, c'est peut-être pas mal, mais en même temps, en dessous, ça fait pas non plus l'effet bande. Donc, ils vont créer une forme de sororité. Alors, c'est pas une confrérie secrète où elles font du serment de sang, mais bon, elles ont quand même un pacte pour faire des choses qui sont illégales, mais qui répondent à d'autres choses qui sont illégales. Avec cette idée que la peur doit changer de camp. Là, je fais référence à la pétition qui avait été lancée par OLF, je crois que c'est en 2012. La honte doit changer de camp, et c'est quand même très intéressant. Et moi, c'est vrai que ça, c'est une question qui me taraude, vraiment qui me taraude depuis des années, dont j'ai déjà parlé ici, qui est, si on veut mettre fin aux violences sexistes violences sexistes et sexuelles, il n'y a pas 36 solutions, il faut mettre fin à une impunité. On va pas mettre tous les voleurs en prison parce qu'on n'a pas assez de prison et que c'est pas une solution, et que il va nous manquer beaucoup de gens. Mais voilà, alors la honte et la peur, ce sont des sentiments négatifs. Et celui-ci insiste beaucoup sur la peur que peuvent sentir ces plutôt jeunes femmes. Et une peur incarnée dans le fait d'aller dans la rue, d'éventuellement complètement se contrôler, enfin. Et donc à ce niveau-là, c'est un très très bon roman sur l'après-viol et qui raconte vraiment très très bien l'après-viol. Et pas mal d'éléments de ça, et notamment donc la peur, mais aussi la colère. Mais j'ai moins senti la colère. Là, il y a vraiment quelque chose que j'ai peut-être plus senti dans la froideur de Dirty Weekend, qui m'a quand même pas mal marqué. Mais c'est pas un roman de l'explosion colérique, quoi. Mais pourtant, elles sont en colère. Donc là, il y a... Voilà. Et donc là, divulgachage total, va réussir à aller vers une forme d'apaisement pour les personnages. Alors c'est intéressant parce qu'on les voit avoir des tocs ou des routines assez étranges. Moi, je me suis pas forcément reconnue là-dedans. Alors, c'était pas le but, mais c'est-à-dire que je peux reconnaître des choses. Mais voilà, je pense que ça l'explique très bien à des gens extérieurs, mais qu'en tant que victime, on ne s'y reconnaît pas forcément complètement. Mais ça, c'est évidemment parce que le vécu, comme on dit, c'est un mot vraiment que je déteste, il est fortement idiosyncrasique et très très particulier. Et il a ceci de particulier que on y pense aussi beaucoup et on l'analyse énormément. Et ça va le spécifier d'autant plus. Et donc ça peut être difficile, mais bon voilà, il y a quand même des éléments de sororité assez marqués. C'était rigolo, à un moment ils prennent la 4 et puis j'étais dans la 4. Voilà, ce genre de choses au niveau métro. Enfin, donc c'est un récit qui est assez parisien, d'un milieu que moi je ne fréquente pas. Des fois j'avais l'impression dans les années 90 en même temps. Et bon là, ça doit être parce que je suis ringarde. Et ce qui m'a vraiment étonnée, et je sais pas dire si c'est bien ou mal, mais c'est vraiment un étonnement, et c'est certainement ni bien ni mal, c'est que c'est un roman donc, qui est l'inverse de Balance ton porc, puisque donc Balance ton porc est public sans contact, et là on a du contact, et en fait ce sont des actions qui sont quand même
cachées, dont on parle, mais où elles ne sont pas rattrapées. Donc elles ont elles-mêmes une forme d'impunité. Et, et c'est un roman qui ne parle pas de MeToo. C'est un roman qui... Alors bon, elles ont quand même des téléphones, mais c'est un roman où il n'y a pas de SMS, il y a un petit peu d'internet. Elles checkent un peu Google, mais voilà, c'est pas un truc qui est très central. Et où... mais où... Enfin voilà, c'est un roman sans MeToo. Ça m'a vraiment frappé. Parce que... bon, voilà, MeToo a 4 ans. Hein. Ça a été écrit à peu près... Alors, ça a été publié au moment des 3 ans de MeToo, à peu près. Je sais pas à quel moment ça a été écrit, parce que ça peut être un projet beaucoup plus ancien qui explique aussi pourquoi ça n'en parle pas et qui paraît que maintenant. Et MeToo, bon, bah, ça change la dynamique de ce qui est raconté. Hein. Mais MeToo, c'est vraiment une dimension qui est très collective. MeToo, c'est extraordinaire comme mouvement. C'est un mouvement qui est incroyable, qui a été très douloureux, qui l'est encore. Faut pas rêver. Les nanas qui ont pu écrire MeToo, et pas toutes celles qui ont écrit, enfin, et celles qui... et pas seulement celles qui ont écrit, elles se sont retrouvées pendant plusieurs semaines, tous les soirs, à avoir tombé le hashtag et à lire des récits qui les mettaient mal. Là, sur la dernière vidéo du Booze Magazine, les réponses que je vois notamment chez Anti-Patriarcam, c'est qu'elle pense, et elle a raison, à toute, et ça lance un mini MeToo, mais qui prend pas d'ampleur, qui est Je suis l'ex-folle. C'est donc un colotte de son ex toxique, je cite le titre de la vidéo. Ce qui est une technique qu'en langage militant on appelle du gaslighting, et pas seulement militant je pense. C'est-à-dire quand on va faire croire à l'autre qu'il est fou. Ou qu'elle est folle. Ça vient du film Gaslights. Le mot. Et ouais, c'est... Voilà, MeToo, ça a été un moment qui a été aussi extrêmement fort, mais aussi très très dur. Voilà. Ça a vraiment été très très dur de lire ces témoignages et de... Je me souviens que j'avais été au rassemblement MeToo, j'avais croisé deux de mes étudiantes, sur le coup j'étais contente de les voir, et puis ben non, en fait non. J'étais pas contente qu'elles aient besoin de venir à un rassemblement MeToo. Enfin, c'est très compliqué. Et tout ça, c'est très compliqué parce que ça parle de la douleur. Et je pense que c'est bien plus un roman sur la douleur et peut-être sur la peur qu'un roman sur la colère. Même si la colère est présente. Et ça, voilà, sur le très peu que j'ai lu à l'extérieur, j'ai eu la colère, la vengeance, besoin de justice, des choses comme ça. C'est un roman sur la douleur. C'est clairement un besoin sur la douleur et sa réparation. Et sur les 50 nuances de douleur que peut provoquer un viol. Avec des choses qui me semblent, comment dire, un peu discutables, mais c'est-à-dire en fait que ça aurait pu être approfondi. C'est bien, mais ça aurait pu être approfondi. Alors, elles ont toutes été violées adultes, ce qui ne correspond pas aux statistiques. Il n'y a pas d'inceste. Alors c'est peut-être mieux pour pas mal de gens pour le lire aussi. Et ça permet aussi cette intrigue de réparation plus facile. Et elles sont dans un milieu qui est quand même très parisien, assez branché, pas forcément riche. Et ça peut rendre des choses un peu plus compliquées. Bon, elles se rencontrent en concert, en manif, enfin... Voilà. Et là... Voilà, sur les manifs, il y a des allusions un peu lointaines au Black Bloc, des choses comme ça, ce qui en fait un roman quand même très, très contemporain à ce niveau-là. Et voilà, sur des choses qui se passent qui sont vraiment dans les milieux de gauche, quoi. Donc ça, c'est des choses, c'est pas exactement mon milieu, j'en suis à la marge. Enfin, j'en suis pas très loin quand même. Les milieux gauchistes parisiens. Bon, et ça me fait exactement le même effet que, je sais pas, me retrouver dans une AG ou un truc comme ça, où je me sens toujours un peu en marche, quoi. Voilà. Bon, mais ça, après, c'est pas forcément un truc qui est gênant. Mais les expériences, elles sont en fait plus faciles.
atteindre des expériences adultes, et ce qui permet aussi d'aller retrouver les mecs en question, et donc d'avoir donc ces quelques scènes qui sont pas, enfin des scènes de violence, qui sont des scènes de saccage, et qui sont pas en fait tellement décrites. Et, et on n'a pas du tout l'avant-l'après pour ces mecs, parce que finalement, on s'en fout, dans le roman. Dans le cadre du roman, parce que le roman, c'est un roman sur cette bande de filles qui est unie, et ça c'est vraiment dit, et c'est quelque chose que je trouve vraiment fort, et qui m'interroge énormément aussi, qui est unie autour de cette douleur particulière qu'est le viol. Alors il y a des choses qui m'étonnent, et si le projet avait été d'en faire un roman avec une grande ampleur, c'est aurait été de... Ben, est-ce qu'elles ont des imitatrices? Est-ce qu'il y a des guet-apens? Des choses comme ça. Bon, moi, après, moi, j'ai une imagination qui déborde, hein, mais le fait qu'il n'y ait pas d'imitatrice, qu'il n'y en ait pas d'autres, ça m'a étonné. Et j'aurais trouvé que ça aurait été quelque chose, enfin voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va concerner cette fille-là, et qui est plus thérapeutique que politique. J'ai pas dit c'est bien, c'est mal de faire ça, honnêtement, j'en sais rien. Voilà. Je sais que c'est pas légal, je sais que je fais pas ce genre de choses, je sais que quand on m'a proposé d'aller envoyer quelqu'un péter des genoux, des choses comme ça, je ne l'ai pas fait. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans cette expérience de pensée, c'est vraiment cette projection dans cette espèce d'hypothèse à laquelle j'ai pu penser et que j'ai écarté en fait. Pour plein de raisons. Donc voilà, il y a ça, voilà, c'est-à-dire, je pense que cette hypothèse de départ de, bon, ben, elles ont vécu ça, elles se rassemblent, elles font ça, elle aurait pu être plus approfondie. Et en même temps, ça marche. Et en même temps, faut peut-être pas en faire des caisses. Et c'est peut-être... donc c'est vraiment un roman qui a une épaisseur de roman. Mais par rapport au roman long que j'ai l'habitude de lire, parce que je suis quelqu'un de ringard, ça nous rapproche aussi du tract. C'est un peu comme un... Bon, il y avait les ciné-tracts, hein, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un fiction-tract. Et je trouve ça intéressant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très cool dans ce roman, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je peux reprocher en manque ou en choses qui auraient pu être explorées, me paraît aussi intéressant parce que ça va amener un autre public, ça permet d'autres choses. Et je pense que c'est aussi important de le lire assez vite, en fait. Alors, bon, j'ai eu la chance pour une fois de réussir à faire mon rush de lecture, ce qui m'arrive pas souvent, je traîne en ce moment. Oh là là, on dirait mes secondes. Mais ça compte en fait. Ça fait partie de l'effet du bouquin. Et bon, j'ai pas pris de note dedans, ce qui allait pas de soi, parce qu'il y avait plein de passages qui m'intéressaient. Et alors moi, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, tiens, ça c'est un truc que je me suis jamais dit à propos de ça. Mais bon, après, en même temps, maintenant ça fait 17 ans que je réfléchis au viol, quoi. Voilà, enfin... Donc je pense... et que je lis sur le viol. Et que je lis beaucoup sur le viol, et des choses très très différentes. Donc je pense pas que ce soit un manque en fait. Hein. Si moi j'ai pas eu de surprise là-dessus, je pense pas que ce sera une expérience forcément commune à ce niveau-là. Et c'est un livre, alors c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas senti comme un livre de colère, qui n'a pas ce à quoi je m'attendais, notamment avec le titre Les Orageuses, puis l'épigraphe. Alors par contre je vais lire le prologue parce qu'il me semble vraiment important. Ainsi sera notre tempête, ainsi sera notre revanche. Je m'attendais vraiment à quelque chose type Odyssée d'une Amazone, ça c'est Douglas Atkinson. Ah, je l'ai encore mal prononcé. Je pense que je vais le relire dans pas longtemps pour en parler parce que c'est vraiment un livre qui m'a plu et puis il coûte 50 centimes sur Amazon, les vieux exemplaires américains là. Je l'avais lu en français. Où c'est pas du tout du Solanas en fait. D'ailleurs, Solanas n'est pas cité. Ce qui en fait peut être une surprise et en même temps pas forcément. Mais c'est pas... Voilà, c'est clairement pas tous les mecs, c'est ciblé. Et ça aussi, c'est intéressant. Et puis, il y en a deux qui ne peuvent pas cibler, faute de nom, de connaissances, de machin. Mais
c'est donc un livre sur la douleur qui raconte vraiment la douleur. Et c'est un livre sur la réparation de la douleur et qui questionne cette réparation de la douleur. Et c'est vrai que là, moi, je m'attendais à un livre de tempête et d'orage, orageuse. Mais ce livre de tempête, je ne l'ai pas eu. Et je pense que c'est plus un livre qui monte les accalmies. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et ça laisse forcément à quelqu'un qui peut être en colère comme je le suis, des moments d'insatisfaction. Enfin là, je me sens bien. Hein. Voilà, je suis tranquille, alors que je viens de le finir. Mais ça interroge quelque chose qui est très profond et qu'on retrouve dans ce schéma du weapon revenge, donc du viol et vengeance, Kill Bill, ce genre de truc. Je vais déjà parler de Promising Young Woman, comme film de Rape and Revenge que j'ai adoré, parce que justement, ça en est pas un. Dirty Weekend et interroge le Rape and Revenge, j'en avais parlé, et pour le coup, il est très violent. Et je crois qu'en fait, je m'attendais à quelque chose qui part de ce qu'on va appeler l'élément perturbateur, si on reprend le schéma actantiel, des péripéties, machin, etc., boum boum, la vengeance, et qui allait partir en crescendo, et peut-être, comme dans Toilette pour femmes, finir sur une tentative d'attentat ou des choses de cet ordre-là. Et c'est pas le cas. Et ça dénoue en fait même l'idée d'une résolution. Parce que ça ne s'efface pas, il faut vivre avec. Et cette partie-là, j'en aurais voulu encore plus, ça m'a énormément plu. Et en fait, c'est pas une vraie frustration. C'est qu'une attente a été déjouée et qu'elle amène à autre chose, parce que et ça, c'est un truc qu'il me semble avoir déjà évoqué, le récit même que l'on se fait du viol, c'est un récit qui finit par une résolution que l'on imagine le plus souvent juridique. Et cette résolution, en fait, elle n'arrive pas. D'abord parce qu'on vit et que la vie n'est pas un récit. Même si on a l'impression, et que parfois on a une BO de film dans la tête. Et que ce soit autre chose, c'est-à-dire que la résolution, on peut parler du nœud de l'intrigue comme ça, et hop, ça se dénoue. C'est peut-être plus que ça se relâche, plutôt que ça se dénoue dans Les Orageuses. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve très très précieux, et qui est rare, parce que on a un peu du mal à imaginer une victime, en gros, être autre chose qu'une future suicidée. Et ne faites pas ça, et faites-vous aider. Ou une espèce d'hécaté vengeresse, ou de médée abominable. Et ce sont des figures intéressantes. Et bien là, elles font autre chose. Elles se vengent, mais elles ne savent pas si elles se vengent ou si elles font justice. Elles ont des règles. On n'est pas non plus dans Fight Club, hein. On n'a pas toute cette lourdeur moquée dans Fight Club. Mais sauf que les types qui aiment Fight Club ont oublié ça. Mais encore, autre chose se dénoue. Bon, il y a un truc que j'ai trouvé un peu cousu de fil blanc, dans un fil justement d'intrigue. Je vais pas le révéler parce que si jamais c'est pas votre cas, vous aurez quand même une surprise, on va être sympa. Mais tout ça, c'est des choses quand même qui m'ont pas mal plu pour ça, et c'est quand même une question qui est éminemment difficile, celle de représenter le viol. Et pour moi, qui me pose cette question vraiment depuis longtemps, et puis qui en lit pas mal, et là j'attaque vraiment les représentations littéraires du viol. Je suis maintenant sûre que le principal problème du viol, c'est donc cette question de temporalité, qui n'est pas une temporalité d'intrigue, et qui va en fait déjouer les ressorts même de l'intrigue. Et ça, Les Orageuses le fait quand même pas mal. Dans un roman assez court, ce qui était quand même pas gagné pour parler de temporalité, parce que regardez la place qu'il a fallu à Proust. Je vais lire un passage. Le prologue. Meuf, respire. Attention, violence. Respire comme on t'a appris. Ouvre ta cage thoracique. Si, allez, ouvre-la bien fort. Merde. Prends ton téléphone, allez, prends-le. Arrête de trembler. Voilà, comme ça. Respire, on a dit. T'arrêtes surtout pas de respirer.
Regarde pas la traîner sur ton pull. Regarde-la pas. On s'en fout si ça partira au lavage. Au pire, tu le jetteras. Tu l'aimais même pas, ce pull. Ton téléphone. Arrête de pleurer. Appelle. Rappelle. Rappelle encore une fois. Elle t'en voudra pas. Tu vois, elle décroche. Elle est inquiète. Raconte-lui, putain. T'appelles pas à cette heure-là pour savoir comment elle va. Crache. Parle-lui du couloir. Parle-lui de ses mains sales et de ton corps glacé. Explique-lui cette nuit de garde. Les pas qui t'approchent, ton soupir. Tant pis si c'est brouillon. Écoute sa voix à l'autre bout du fil. Elle t'écoute. Elle est totalement réveillée. Respire encore un peu. Ralentis. L'histoire est pas compliquée, rappelle-toi. Il est venu à ton étage. Cet étage à moitié vide à l'heure où les gamines dorment toutes profondément. Il a discuté. C'est pas grave si tu te rappelles pas de quoi. Probablement du dernier skinhead qu'il a tabassé. Elle s'en fout, tu vois bien. T'as soupiré, il t'agace depuis longtemps, tu le trouves inintéressant, presque stupide, tu l'évites toujours soigneusement. Tu ne te rappelles pas de quoi vous avez parlé, mais tu te rappelles qu'il a soudain essayé de t'embrasser. Tu te rappelles ses mains qui serraient ton cou. Elles étaient moites et tu t'es dit quoi? Ah oui, tu t'es dit qu'il transpirait de stress, que c'était bon signe, qu'il n'était peut-être pas habitué à faire ça. Mais t'as eu de moins en moins d'air. Arrête de t'excuser. Tu pouvais pas respirer. Et t'as eu peur. Évidemment que t'as eu peur. Il a gardé une seule main sur ton cou. Et t'as senti ton odeur. Tu puais la peur. La sueur froide avait coulé le long de ton dos, de tes aisselles. Tu pensais que tu voulais pas mourir dans ce foyer. Tu voulais pas mourir à Épinay. C'est con, putain. Comme si ça aurait rendu les choses plus agréables si t'avais étranglé au bord de la mer. Dis-lui ce dont tu te rappelles. Raconte-lui le silence. Pas un bruit. Il n'a rien dit, putain. Le gars n'a pas parlé. Toi non plus, remarque, t'as pas crié. En même temps, t'es con ou quoi? Il t'étranglait. C'est possible de crier quand on peut pas respirer? C'est pas le moment de googler ça. Raconte-lui la suite. C'est là que t'as compris, en vrai. T'avais compris avant, probablement, mais quand t'as senti sa main sur ton ventre qui descendait, t'as compris et tu l'as fixé. Si, rappelle-toi, tu l'as fixé avec toute la haine que tu pouvais trouver et t'as attendu. T'as attendu le bon moment. Respire. C'était pas de la tétanie, c'était de la stratégie. Écoute cela, bordel. Calme-toi. Sa main était déjà en train de te fouiller et t'as senti qu'il se relâchait, qu'il pensait que c'était acquis. Et tu t'es débattu, t'as rien fait de ce qu'on avait appris, mais tu l'as fait lâcher. Reprends le fil de l'histoire. T'arrêtes pas en chemin, t'es bientôt chez elle. Faut juste que tu restes au téléphone. Regarde cette traînée sur ton pull. Regarde comme elle est rouge. T'as pas rêvé, t'as rien inventé. Regarde ton sang qui macule ta manche. Ton sang qui macule ta manche. Décris-lui la baigne que tu t'es prise. Comment ça, c'est signe de défaite? C'est signe de gloire, t'es dehors, tu respires, tu tousses, mais tu respires, t'es pas morte à Épinay. Et ça, c'est une putain de victoire. Mia ouvre sa porte, les yeux un peu endormis, mais ses gestes sont réveillés, rassurants. Inès s'engouffre dans l'appartement, transite froid dans la panique, elle a oublié son manteau au foyer. Elle s'engouffre dans les bras de Mia, elle blottit sa tête, elle fout du sang partout. Son cerveau enregistre, il comprend enfin que c'est fini, que le type est loin, qu'il est resté là-bas dans son couloir silencieux et humide, et qu'elle, elle est dans le cou de son ami au chaud. Elle voudrait un thé, elle voudrait une douche, elle voudrait autre chose que ses fringues, elle voudrait manger, elle voudrait ses bras. Inès voudrait arrêter de trembler. Mia la porte jusqu'à la salle de bain, et la tient pendant qu'elle enlève ses vêtements. Quand la fille glisse sous l'eau chaude, elle sent son corps abandonné. Elle sent ses larmes dégouliner, sa vessie lâchée, elle hoquette en vérifiant qu'elle arrive bien à respirer. Quand l'eau s'arrête de couler, Mia est là. Elle la frotte avec une serviette. En la regardant éponger le sang, Inès sent soudain qu'elle est prête. Plus rien ne coule, mis à part sa rage. Cette rage pulse, elle se déverse dans tout son corps. Elle fait crisser ses articulations, elle lui bloque le dos, mais surtout elle lui fait relever les yeux. Mia la fixe. Tu veux faire quoi? On va rester là. Il y a quand même bien de la colère. Et puis des effets d'encadrement, etc. J'ai vraiment bien aimé Les Orageuses. Je pense que je vais écrire un petit billet dessus, quelque chose comme ça, dans pas longtemps. Mais voilà. Et le fait qu'il y ait cette bande de filles, cette nana, bah ça amène des croisements d'expériences de la polyphonie. Alors c'est pas une vraie polyphonie parce qu'on a quand même une narration qui va passer de l'une à l'autre, mais on change pas de narratrice. Hein. Mais on a quand même pas mal de focalisation interne, hein, donc à l'intérieur de la tête, des choses comme ça. Et j'ai vraiment bien aimé Les Orageuses. Je vous dis à bientôt.